Quel titre de chanson résumerait ta vie ? As-tu une cicatrice qui a une histoire particulière ? Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer ? Quel serait le voyage de tes rêves ? Est-ce que tu as déjà dû faire un choix qui a totalement changé ta vie ? À quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, humoriste, militante ou homologue du monde du podcast, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors, en compagnie de quelqu'un avec qui j'aurais pu avoir l'occasion à de nombreuses reprises de me retrouver derrière un même micro. Mais en fait, je crois que c'est la première fois qu'on est derrière un micro, toi et moi. Je crois que c'est bien la première fois aussi. Donc, la voix que vous venez d'entendre, c'est la voix de Farah Zaoui. Salut Farah. Salut. Merci de m'accueillir chez toi pour un épisode d'Aléatoire. Je t'en prie. On en parlait depuis un moment en plus de ça. Alors, ce qui est bien, c'est que on va aborder un sujet auquel je ne connais, on peut le dire, absolument que dalle. Donc, je vais avoir... je vais commencer avec peu de questions. Il va falloir que tu nous expliques. Mais on va parler de corruption et de conflit d'intérêts. C'est le meilleur sujet, le plus sexy, le plus glamour. Ah non, en vrai, il y a tout plein de séries Canal+ sur le sujet. Baron Noir, par exemple. Hein, donc, alors, pourquoi je dis ça ? Parce que tu travailles dans le domaine de l'anticorruption. Tu es juriste. De formation. C'est pas ton appellation officielle maintenant ? Non, désormais je fais davantage de la formation et du conseil et de la production de contenu dans le domaine de l'anticorruption. Après, je garde une petite tonalité juridique, mais on va dire que c'est pas ma spécialité principale. Ok. Parce que donc ça fait à peu près un an que tu as monté un petit peu moins d'un an que tu as monté ta propre boîte donc de conseils et de formation de lutte contre la corruption et les conflits d'intérêts et ce genre de choses, donc qui s'appelle Probitas. C'est ça. Probité en latin. Oui, on s'en doutait un peu. C'est ça. On se doutait que ça ne voulait pas dire quiche Lorraine, mais est-ce que tu veux nous parler de ton parcours avant la création de Probitas? C'est parti pour l'instant Wikipédia. C'est ça, exactement. Donc au niveau de mon parcours, comme tu l'as dit, Jacques, moi j'ai fait du droit, j'ai fait des études de droit public notamment. Donc tout ce qui est relation entre l'administration et les administrés, parce que moi les histoires personnelles, interpersonnelles, ça m'a pas très intéressée. Pendant mes études, je préférais tout ce qui impliquait l'État. Okay. Et donc, je me suis spécialisée en droit des collectivités territoriales. Donc, les collectivités territoriales, pour ceux qui nous écoutent, c'est tout ce qui est communes, départements, régions, les groupements de communes, etc., qui organisent nos vies sans qu'on le sache réellement. Tout ce qui est en termes de compétences, le développement économique, etc. Et donc, moi, j'étais destinée à être soit fonctionnaire dans une collectivité ou aussi au niveau de l'État, c'était possible. Soit collaboratrice d'élus. On va dire que c'était les grands postes qui s'offraient à moi. Surtout après avoir fait un master 2 à Assas. C'était vraiment la voie royale. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais en apprentissage au ministère de l'Intérieur pendant mon master 2. J'ai adoré, j'ai eu un super maître d'apprentissage. Donc Stéphane, si tu nous écoutes, c'est pour toi. Cet épisode. J'ai beaucoup appris à tes côtés. Mais j'ai eu une grosse crise de conscience. On va dire que je me posais la question de pourquoi je faisais ça. Est-ce que moi, je voulais réellement avoir un travail de bureau très technique, très juridique. J'avais aussi cette question par rapport au devoir de réserve. Quand on est fonctionnaire, on n'est pas censé afficher ses opinions plus que ce qui dépasse le cadre de nos fonctions. On va dire jeter le discrédit sur la neutralité de la fonction. Et donc, j'avais vraiment cet enjeu-là, parce que moi, j'ai toujours aimé m'exprimer sur ces sujets-là. Et voilà, donc je m'en suis un peu ouverte à l'époque sur Twitter. C'est une réelle anecdote à mes abonnés de l'époque sur un autre compte. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai quelqu'un, qui est d'ailleurs toujours dans mes contacts, qui m'a parlé d'une association de lutte contre la corruption qui avait créé son premier poste de juriste et qui m'a envoyé la fiche de poste très gentiment en me disant « tu devrais postuler ». Fait aussi assez rigolo, c'est que c'était une fiche de poste où il y avait à la fois du droit public mais aussi du droit pénal, et moi je suis pas pénaliste de formation, mais j'y suis quand même allée. J'ai quand même postulé en faisant une présentation très claire de mes convictions, de mes compétences, et j'ai été prise quasi immédiatement. Je suis la seule à avoir passé l'entretien, il me semble.
J'ai commencé mon premier CDI alors que j'étais pas encore diplômée. Donc c'est assez rigolo comme anecdote. C'était une association de lutte contre la corruption assez connue en France qui a fait énormément de contentieux contre des élus célèbres, mais aussi des élus aussi plus modestes de communes plus petites, mais aussi qui fait du plaidoyer en fait pour faire avancer la lutte contre la corruption et aussi qui essaye en fait d'insuffler une culture de l'éthique auprès des élus. Donc j'y suis restée 3 ans et demi. Donc j'ai été juriste, puis je suis passée directrice juridique assez jeune. Et ensuite, je me suis posé la question de qu'est-ce que je ferais ensuite. Et la prévention de la corruption me semblait plus à propos que la répression. C'est vrai que porter plainte contre des élus, c'est jamais quelque chose de neutre. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Probitas. D'accord. En octobre dernier. Et donc, maintenant, je fais surtout de la formation donc à destination d'élus, d'agents publics, mais aussi d'entreprises sur les sujets de l'anticorruption. Je fais des conférences aussi, où on est amené à discuter d'anticorruption et d'éthique de manière beaucoup plus large. Je fais aussi de la production de contenu donc sur LinkedIn, mais également dans la presse spécialisée, sur des sujets un peu plus de niche. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon aussi, je suis présentatrice d'un podcast avec l'Association française des juristes d'entreprise, donc, comme son nom l'indique, qui s'occupe des juristes d'entreprise. Ça s'appelle Parole de juriste. Donc là, on aborde le profil de ces juristes-là et pour promouvoir des nouveaux profils et donner envie en fait aux gens d'être juristes. Parce que c'est vrai que quand on parle de droit, souvent on pense aux avocats. Et ce qui est réel, c'est une profession qui est très noble et digne. Mais il y a aussi les juristes d'entreprise qui ont tout leur rôle à jouer dans la société et dans l'entreprise. D'accord, mais donc ce podcast, j'allais y venir, a pas de lien particulier avec la corruption, enfin avec la lutte contre la corruption. Pas nécessairement. En réalité, c'est venu assez naturellement parce que c'est un podcast dans lequel je suis intervenue l'année dernière en tant que juriste de l'association en question. On a eu un très bon feeling avec l'Association française des juristes d'entreprise. D'accord. Et également Séraphin Légal, qui est une entreprise de Legal Tech qui produit le podcast. Et donc, ils changeaient de présentatrice et ils m'ont proposé assez naturellement, parce qu'ils savaient que j'avais fait de la radio, que j'étais assez à l'aise avec tout ce qui est matériel de podcast. D'accord, très bien. Et alors, je vais te demander un peu plus de détails. Qu'est-ce que c'est ? Enfin, ça regroupe quoi la corruption ? Parce que c'est vrai que moi qui ne suis pas juriste et qui ai certes fait une année de droit post-bac, mais comme beaucoup de personnes qui vont faire du droit parce qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles veulent faire, on s'imagine des liasses de billets passés sous la table pendant un déjeuner, mais j'imagine que c'est un peu plus complexe que ça et que ça regroupe plus de choses. Et surtout, je me demandais quand s'arrête le lobbying et commence la corruption ? Waouh, c'est une question très intéressante. Donc, en gros, la corruption, déjà, tu commences par dire je suis pas juriste, mais c'est un très bon point parce que la corruption, c'est pas que du droit. On a tendance à résumer la corruption comme l'apanage d'experts, juristes, avocats, magistrats. Mais la corruption, c'est avant tout le dépassement des limites morales, de l'intérêt général, et à partir du moment où on fait en sorte de corrompre autrui et de faire en sorte que sa conscience soit achetable. En réalité, à ce sujet, si ça vous intéresse d'un point de vue philosophique, il y a la philosophie de Platon, où il explique bien, en fait, selon lui, ce qu'est la corruption. Et la corruption, c'est réellement un moment où on arrive, en fait, à amener quelqu'un à un point contre une contrepartie, alors que cette personne-là n'y était pas forcément préparée, et à quel point aussi on perd en liberté. En fait, c'est surtout ça, la corruption, contrairement à ce qu'on peut penser. Et plus concrètement, en sortant de la philosophie. Donc la corruption, c'est avant tout une infraction pénale, mais il faut sortir de cette idée que la corruption, c'est des liasses de billets et des grosses affaires. C'est vrai que là, on a un cas au sein de l'Union européenne, donc au Parlement européen, qui donne pas justice à ce que je viens de dire avec le Qatargate, où on a retrouvé 600 000 euros chez des parlementaires, mais en réalité, voilà, c'est ça, c'est sûr, j'ai dû changer une partie de mes formations en disant mais non, la corruption, c'est pas ça. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dû le faire. 2 semaines après, on a retrouvé des sacs de billets. Mais le plus drôle, si on peut rigoler de cette situation, parce que c'est quand même grave, c'est que c'est intervenu le 9 décembre 2022, qui est la journée internationale de lutte contre la corruption. C'est ce jour-là que le parquet fédéral belge
a décidé de rendre publique cette affaire-là et de procéder à des perquisitions qui ont donné lieu à ce qu'on connaît. D'accord. Oui, je pense qu'ils l'ont pas choisi innocemment, du coup, de le rendre public. Je ne sais pas. Michel Claise, qui est le magistrat en charge de ce dossier, peut-être qu'il nous le dira un jour si c'était un hasard. Mais en tout état de cause, voilà, la corruption, c'est à partir du moment où on ne respecte pas la loi, en échange d'une contrepartie, de dons, de promesses, voilà, toutes sortes de contreparties que l'on sait illégales. Il y a surtout ce côté où on sait qu'on n'agit pas conformément à ce que la loi, la morale, l'éthique commande. Et ça peut être dans toutes les sphères de la société parce que la corruption, elle imprègne toutes les sphères de la société. C'est à la fois la corruption chez les politiques, c'est celle qui est le plus visible, mais ça peut être aussi au sein des entreprises. Clairement, des questions de pots de vin pour, admettons, des marchés publics, des questions de pots de vin pour certaines normes aussi. En fait, le lien entre le public et le privé, il est très ténu sur ces questions-là, mais quand on parle de corruption, si on prend un micro et qu'on va dans la rue, forcément, les gens vont pas être de corruption politique. Mais surtout que la corruption, au-delà du phénomène, on va dire, médiatique, c'est un coût pour la société. C'est un coût qui est énorme, on se rend pas compte, et encore, c'est un phénomène qui est dit occulte, c'est-à-dire qu'il y a énormément de corruption qui sera jamais connue parce qu'elle n'est pas poursuivie, parce qu'on ne sait pas, et qu'aussi, c'est pas simple. Il me semble que la Commission européenne évaluait la corruption à 120 milliards d'euros par an en France et également... En France ? Oui. D'accord. Pourquoi c'est la Commission européenne qui fait ça alors ? Ils font pas mal de rapports en essayant de répartir. Après, peut-être que mon chiffre est erroné, mais en tout état de cause, en dehors de ce chiffre de 120 milliards... Peut-être que c'est la France ou l'Union européenne, je ne sais plus. Mais par exemple, les marchés publics, c'est un secteur qui est très lucratif parce que c'est énormément d'argent, les marchés publics. Donc en gros, c'est comment l'État se fournit en matière de travaux, de prestations, de services. C'est 8% du PIB. C'est énorme en réalité, et encore parce que c'est sous-évalué par rapport à ce que ce serait réellement si on avait des données plus exactes. Donc c'est la raison pour laquelle il faut s'en emparer, parce qu'en fait c'est de l'argent qui va pas dans nos poches, c'est de l'argent qui va pas dans le système de retraite, dans la sécurité sociale, dans les écoles. C'est ce que j'allais dire, c'est le nombre de retraites qu'on pourrait financer avec cet argent. Ça c'est une certitude, et au-delà de la question rien que monétaire, c'est une question aussi de démocratie. C'est que moi ce qui m'inquiète le plus, c'est pour ça que je fais mon travail, c'est qu'il y a un phénomène de dégagisme et de tous pourris qui imprègne la société. Parce qu'on parle des affaires, parce qu'on se rend compte qu'on a un ancien président de la République qui a été condamné il y a quelques jours, donc Nicolas Sarkozy, pour pas le citer, dans l'affaire Bismuth, qui a fait appel, donc qui est présumé innocent. Toutefois, qui se permet de dire qu'une juge qui s'est opposée à sa réforme des institutions judiciaires en 2007 ou 2008, qui a jugé son cas, est corrompue. En réalité, et ça, c'est extrêmement grave de dire ces choses-là, et surtout qu'il est soutenu sur la thèse de l'acharnement en fait contre les politiques, alors qu'en fait il faut lutter contre la corruption, pas contre ceux qui luttent contre la corruption. En réalité, c'est que s'il y a des soucis de corruption dans l'institution judiciaire, il est possible de mettre en place des procédures, de se récuser, etc. Mais en gros, il y a un phénomène délétère pour la démocratie et qui fait qu'aussi il y a une montée de l'extrême droite qui est certaine, parce que c'est un parti qui a toujours fait son beurre sur nous, on n'a pas essayé avec nous. Nous, on est un parti anti-système, et notamment, moi, l'association dans laquelle j'ai travaillé, elle a été créée en 2002, à la suite du passage de Jean-Marie Le Pen, pardon, j'ai été à Marine, Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, et en fait, le tollé que ça a créé, alors qu'aujourd'hui, finalement, on s'y est habitué, et qu'également, les gens commencent à envisager et de se dire... Non, mais ça, c'est des élus du peuple, ils vont pouvoir changer la donne, c'est pas des élus de la classe politicienne, bon, aussi, pour préciser. Marine Le Pen a été déjà dans des affaires de corruption, elle a été condamnée il y a quelques mois, et je crois que c'est définitif pour l'affaire des assistants européens. Voilà. Donc, c'est des questions, en fait, pour moi, la corruption, c'est transpartisan. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de corruption davantage dans certains partis que d'autres. Mais voilà, il faut faire attention. Il faut surtout faire attention à tout ce qui est présomption d'innocence aussi. Moi, je suis un peu des deux côtés. Je suis assez nuancée dans le sens où il y a de la corruption, mais il ne faut pas non plus traiter de corrompus des personnes qui n'ont pas été condamnées. D'accord. Donc, voilà. Il ne faut pas confondre conflit d'intérêt et corruption. Et du coup, pour le lobbying, exactement. Pour le lobbying, c'est pas simple parce qu'en gros, le lobbying, c'est le fait de vouloir influencer les décideurs publics dans leur prise de décision. Et que le lobbying, c'est totalement autorisé. Et notamment, c'est plutôt heureux dans des systèmes où on n'a pas d'expertise, où on va avoir des professionnels du secteur, que ce soit des fédérations, des associations, des entreprises, qui vont venir chuchoter à l'oreille de politiques pour leur expliquer comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et ça, c'est pas quelque chose que l'on peut critiquer. Mais le souci, c'est à partir du moment où le lobbying, ça devient quelque chose réellement
où les élus en fait sont tributaires d'intérêts qui sont pas l'intérêt général, où on est tributaire d'intérêts privés, où on est à un stade où finalement on est pieds et poings liés avec des structures qui nous dépassent en fait, et des mastodontes. Je pense par exemple au domaine de l'agriculture, la FNSEA par exemple, pour pas la citer aussi, qui a un lobby agricole très puissant et qui est très agressif vis-à-vis des mouvements écologistes et des militants écologistes qui n'hésitent pas à user de violence. Et ça, il y a eu des articles à ce sujet-là. Ah oui. Qui est très proche du pouvoir, et c'est des questions qui se posent dans la manière dont on réglemente aussi l'alimentation, parce que c'est quand même la base, l'alimentation. Oui. Et certaines facilités qui peuvent être concédées à ce type d'organisation. Donc moi je pense qu'il faut réglementer tout ça, rendre ça plus transparent, mais surtout en fait sortir des schémas très binaires. Parce que c'est ça aussi qui est délétère pour la lutte contre la corruption, c'est quand on est dans des schémas où tout est blanc, tout est noir, il n'y a pas de nuance. Mais aussi, il faut pas être dans des renoncements, parce que ça, moi, je le vois aussi pas mal, parce que moi, ça surprend beaucoup les gens quand ils discutent avec moi, parce qu'ils pensent que je suis très radicale, vu mon expérience précédente et voilà la manière dont je communique, mais je suis quelqu'un de très nuancé et très empathique. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les élus. C'est pour ça que je me consacre à 60% de mon activité, on va dire, à leur formation, parce que je sais que c'est pas simple, que déjà la réglementation elle est pas évidente pour tout le monde, on n'est pas tous juristes, qu'également il y a aussi le poids des habitudes qui sont très mal conseillées. Ça, je tiens à le conseiller vraiment. Moi, je le voyais dans mon ancienne expérience, mais là ça me fait peur, la manière dont ils sont conseillés, et qu'également il y a ce côté où ils s'investissent beaucoup et ils perdent aussi en analyse sur certains sujets, et ils ont du mal en fait à faire preuve de libre arbitre aussi. Et donc il faut les aider, les accompagner, parce que c'est aussi un travail qui est conséquent. D'être élu, c'est pas toujours simple. On l'a vu avec l'élu qui a démissionné là récemment à Saint-Brévin, parce qu'on a brûlé sa maison parce qu'il voulait installer un centre de migrants. En fait, être élu, c'est pas simple. Et que moi, plutôt que de choisir la complaisance, c'est-à-dire de me dire « Oh, je vais les conseiller, mais bon, les conseiller gentiment, je préfère être très exigeante avec eux. Parce que je sais que la société l'est, et que c'est qu'en étant exigeant, on s'assure de mettre toutes les chances de son côté pour lutter contre la corruption. » Parce que du coup, comment tu formes à la prévention de la corruption? Comment est-ce que tu articules ton activité? Moi, j'ai une approche qui est très terre à terre. C'est que moi, j'ai pas compris, en tout cas, imaginer mon activité comme une activité d'expertise totale, parce que un des risques quand on est juriste, c'est de vouloir rendre tout compliqué, utiliser des mots savants, des règlements, de la jurisprudence. Non, moi, je suis très terre à terre. Moi, je discute beaucoup avec les élus concrètement sur quelles sont les règles et quels sont les attendus et comment les mettre en place. C'est que j'irai jamais discuter avec la mairie de Paris comme je vais discuter avec une ville de 200 habitants, un village même, de 200 habitants. C'est qu'il y a parfois des réalités qui nous dépassent, où effectivement, quand on vote pour une décision parce qu'il n'y a personne d'autre pour voter, bon, il y a un moment, il y a aussi des mesures à prendre, mais aussi en étant très concrète. C'est que, en réalité, moi, je suis bien placée pour savoir qu'une poursuite est vite arrivée. Et que c'est pas agréable du tout. Clairement, une perquisition, franchement, je la souhaite à personne. Moi, j'en ai beaucoup causé dans mon passé, donc je me suis repentie. Mais je sais que c'est pas du tout agréable pour les services. C'est très traumatisant, même être mis en examen pendant des années, c'est très traumatisant. Et donc, moi, je leur explique des cas concrets en réalité pour qu'ils ouvrent les yeux sur ces questions-là, que ça n'arrive pas qu'aux autres, et qu'également il y a tout un travail de sensibilisation et d'acculturation. C'est qu'il y a une crainte de la transparence, et ça va au-delà de la question de la corruption. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un système de pensée où les gens ont peur pour leur vie privée, qu'on aille en fait discuter de tous les éléments de leur vie privée, alors qu'en réalité, les gens n'en ont que faire. Enfin, clairement, c'est pas ce qui les intéresse le plus, mais c'est en étant transparent justement qu'on se protège. C'est qu'en réalité, il y a beaucoup de cas d'affaires, de grandes affaires, qui sont nés d'une opacité gardée. Et moi, j'ai un exemple récent, même si c'est pas une grande affaire, mais la mairie de Paris, pendant des années, a refusé de donner ses notes de frais en disant non, mais c'est pas un document administratif communicable, donc accessible à tous. Bon, moi, ça m'a toujours surpris. Et là, il y a eu de la jurisprudence, plusieurs décisions de justice, etc. Elle a résisté aussi jusqu'à la fin, pour 50 procédures, même après une décision du Conseil d'État, ils ont quand même résisté. Après, il y a eu un tollé populaire à ce sujet. Finalement, il n'y avait rien dans les notes de frais de fou. Ah oui.
Donc c'est pour dire que parfois c'est juste psychologique. Oui. C'est de se dire en fait non, on veut pas rendre des comptes et ça c'est culturel et c'est pour ça aussi j'insiste pas mal sur ces questions avec les élus en leur faisant comprendre que en réalité il y a un inversement des valeurs qui s'est produit avec le temps. C'est la en fait la règle c'est la communication et la transparence, pas l'exception. Et qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place pour les protéger dans leur vie privée. Il faut pas non plus être dans un système de pensée où on va vouloir savoir qui sont leurs maîtresses, où est-ce qu'ils habitent. Enfin, en fait, les gens s'en fichent, avec quoi. Qui ils couchent, Juste qu'ils donnent les notes de frais, quoi. Ouais. C'est tout. Dis-nous combien t'as payé ton taxi, nous dis pas avec. Et dans le cas d'une affaire de corruption, du coup, alors on en parle beaucoup, donc continuons d'un point de vue politique. Il y a le corrompu et le corrompteur. Corrupteur. Est-ce que le corrompu est considéré comme victime d'un point de vue légal ou les deux sont, aux yeux de la loi, sont considérés comme coupables, responsables? Non, les deux sont traités de manière équivalente parce que quelqu'un qui est corrompu, c'est laisser corrompre. Oui. Et surtout que la corruption, une fois de plus, c'est un délit qui vise une catégorie de personnes. C'est soit des élus, soit des personnes qui sont chargées d'une mission de service public, soit des personnes titulaires d'une autorité publique, dépositaires de l'autorité publique. Et ces trois types de personnes-là qui ont des fonctions avec responsabilité. En fait, on n'ira jamais accuser quelqu'un de subalterne dans une administration d'être corrompu, parce qu'on n'a pas de pouvoir de décision. Après, bon, il y a des exemples, des contre-exemples. Par exemple, si on vous donne un billet en échange d'un passeport plus vite, oui, là, vous êtes corrompu. Mais si on se focalise sur... c'est pas une corruption qui coûte 120 milliards par an. Après, il n'y a pas de petite corruption. Hein, mais d'accord. C'est qu'en gros, non, en fait, vous êtes à équivalent parce que en réalité, c'est de la corruption passive et active. Et la corruption passive, c'est gravissime parce que ça veut dire que vous vous laissez corrompre. Et donc, c'est à vous, en fait, normalement, de dire stop et de signaler quand on essaye de vous corrompre. Ouais. Et quand on est actif, évidemment que c'est très grave parce que vous êtes à l'initiative. Mais en fait, le résultat est le même. Qu'on soit corrompu ou corrupteur, il y a de la corruption. C'est la même question qu'avec les complices. En droit français, la complicité est punie autant que l'auteur du délit. Non, il n'y a pas de différence. Et que c'est surtout... comment, en fait, on réagit à la corruption, parce que moi, c'est une question qui revient pas mal dans mes formations, c'est comment répondre quand on a des invitations et cadeaux, pour pas être mal poli. Enfin, en fait, il faut rappeler des principes fondamentaux, et surtout qu'en plus, ça, c'est quelque chose sur lequel je milite énormément, il faut pas prendre les choses personnellement. Ok. C'est pas parce qu'on a un conflit d'intérêts qu'on est la pire des personnes sur Terre, c'est pas parce qu'on est en situation... où on est susceptible d'être mis en examen pour des faits d'atteinte à la probité, donc des délits en fait liés à la corruption mais de manière très très large, qu'on est une mauvaise personne. En fait, c'est à un instant T, on n'a pas pris la bonne décision peut-être. Okay. Mais qu'il est possible de prévenir en fait ces choses-là via un comportement exemplaire, transparent, etc. Et surtout, en fait, personne n'est parfait, c'est que parfois il y a des cas de corruption de manière très large au centre de la corruption qui auraient pu être évités mais ne l'ont pas été et qui n'a pas forcément de... on va dire, de caractère malin. Et je vais donner un exemple. C'est un délit lié à la corruption, c'est le favoritisme. Le favoritisme, c'est le fait de ne pas respecter les règles de la commande publique, donc des marchés publics, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures, égal accès à la commande publique. Et parfois, c'est vite arrivé parce que c'est complexe. Et c'est un délit qui ne nécessite pas, contrairement à la corruption, de vouloir le faire. D'accord. C'est le seul fait de ne pas respecter la commande publique vous expose à des poursuites pénales. Après, vous avez des juges qui sont des êtres humains qui vont être amenés à traiter la question. On a eu un exemple avec Éric Piolle qui avait été poursuivi pour corruption et qui n'a pas eu finalement de sanctions. Je crois qu'il avait été relaxé dans mes souvenirs. Bon, là, il est retourné en appel parce que, bon, bref, c'est une histoire assez rocambolesque. Donc, il est toujours présumé innocent, bien évidemment. Mais dans ce cas-là précis, j'avais lu la décision et le juge avait reconnu la bonne foi. Ok, d'accord. En estimant, il y a pas de respect des règles de la commande publique, c'est gravissime pour un élu en plus d'une ville aussi grande, avec des moyens, des services juridiques. C'est le maire de quelle ville déjà ? Grenoble. Ah oui. Avec des services juridiques, etc. Il y a une forte négligence qui est très très grave. Ouais. Par contre, on reconnaît la bonne foi de l'élu. Très bien. Écoute, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ta présentation et sur le sujet pour on va dire une première un premier j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, mais une première initiation au sujet pour nos auditeurs et auditrices. Qu'il faut s'intéresser à la corruption parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde, on est tous victimes
qu'on peut pas en fait se constituer partie civile. Il y a que les associations qui peuvent le faire. Donc si vous avez l'occasion de regarder ce que font les associations, de regarder ce que fait le parquet national financier aussi, parce qu'on a quand même une juridiction en France qui est spécialisée dans le domaine de la corruption, qui se fait sans cesse attaquer voilà, par les politiques notamment, et qui fait un travail de dingue. Enfin, moi, je suis assez admirative de ce qu'ils font dans tous les secteurs confondus, au-delà de la corruption, qui est assez exemplaire, et de s'affiner sur ces sujets, parce que en réalité, il y a un enjeu qui est plus que juridique, il est citoyen, c'est comment on fait société, et que la corruption, c'est... il faut se positionner sur ces questions-là pour être en mesure après de s'impliquer dans la vie de la cité. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient, je sais pas, briguer des mandats... un jour, formez-vous et de manière continue, et lisez la presse, et faites-vous un avis aussi, en lisant un peu de tout. Voilà, c'est essentiel, et c'est pas qu'une question d'expert, il faut se sortir ça de la tête. Très bien. Mais écoute, on va maintenant pouvoir passer aux questions de la boîte. Et la première sera: si tu pouvais vivre jusqu'à la fin de ta vie à un âge donné, lequel choisirais-tu ? Waouh. Je pense que je choisirais pas trop âgé. Parce que souvent on vieillit mal et je sais pas comment je vieillirais. Enfin, j'ai aucune idée. Et voilà, je veux pas être un poids pour ma famille. Non, je dirais. Enfin, en fait, c'est assez difficile à dire parce que là j'ai 28 ans, donc je sais pas ce qui m'attend. Mais je sais pas. Moi, j'ai bien aimé mes années où j'avais 22, 23 ans, vers la fin de mes études, où il y avait moins d'enjeux. Et où j'étais amenée à faire des stages, à faire beaucoup de radio. C'était quand même l'âge d'or de Radio Campus Paris. Pour ceux qui ont connu, on a bien rigolé. J'y étais même pas encore à l'époque. Voilà, on a bien rigolé avec les copains, donc c'était une belle période, donc why not ? Ok, d'accord. Mais oui, donc ça vous... oui, en même temps, c'est comme ça que tu interprètes cette question, parce que c'est jusqu'à la fin de ta vie, t'aurais voulu rester à 22 ans pendant une soixantaine d'années. Bah ouais, pourquoi pas. C'est intéressant. Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Je dirais la Russie, ce qui est assez rigolo avec l'actualité récente. Ça m'a marqué parce que... Avec le sujet qui te... c'est ça. Qui te concerne. J'y suis allée, et ce qui est le plus drôle aussi, c'est que j'y suis allée en 2019. Je suis allée en juillet 2019 et j'ai été recrutée dans l'anticorruption en juin 2019. Ce qui s'est passé, c'est qu'à mon entretien d'embauche, en fait, je savais que j'allais être prise. C'était très clair. Et je leur ai dit... C'était une formalité. Voilà, c'était une formalité. Et je leur ai dit, par contre, moi, j'ai déjà pris mes billets d'avion pour la Russie. Je suis partie avec mon ex et ses amis à l'époque. Et donc, j'ai fait 3 premières semaines de job de CDI. Je suis repartie en vacances juste après. Donc, ce qui n'arrive jamais. Dans la vraie vie, on n'a pas de vacances. Donc, oui, j'ai plutôt bien négocié. Moi, ce que j'ai bien aimé en Russie, c'est l'architecture, les palais. Aussi, moi, j'ai été assez marquée par l'histoire des derniers tsars. Je trouve que c'est d'un tragique... total. D'ailleurs, il y a une série sur Netflix qui s'appelle Le Dernier Tsar qui parle de ça pour ceux qui ne connaîtraient pas de quoi on parle, pourquoi c'est tragique. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Après, ça n'a pas été un voyage très agréable à titre personnel pour plein de raisons. Pour les gens qui t'accompagnaient ou pour une certaine xénophobie caractérisée. Alors, je ne répondrai pas sur le premier point de Joker. D'accord. Non, la xénophobie, je ne l'ai pas forcément ressentie. Après, moi, ce qui m'a beaucoup marqué en Russie, c'est l'alcoolisme. Je ne cache pas qu'on a eu des scènes assez particulières, même pas dans des bars ou dans des restos, même dans la rue, vraiment, où des gens étaient complètement alcoolisés à 20h. C'est pas une blague. Et également, parfois... on va dire l'insécurité, mais après, j'aime pas trop ce terme-là parce qu'il est très utilisé par l'extrême droite, mais c'est que parfois, on s'est retrouvé dans des situations où on s'est dit, waouh, c'est vrai que c'est pas très... C'est un peu chaud. Voilà. Mais après, j'ai beaucoup aimé. Moi, je trouve que c'est un très, très beau pays. C'est dommage qu'il soit dirigé par quelqu'un pas très pacifique, on va dire. Pour utiliser ce euphémisme, parce qu'on n'a pas d'ennui ici. Mais voilà, très beau pays, je recommande en visite pour quand ce sera à nouveau possible, peut-être un jour. Je l'espère pour vous. Tu es parti combien de temps ? 3 semaines. Ok, et vous avez fait Moscou ? Saint-Pétersbourg. On a été un peu dans les terres, mais je saurais même pas te dire où on est allé. On a pas mal bourlingué, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé Saint-Pétersbourg plus que Moscou.
Je trouve que Saint-Pétersbourg, la vie nocturne était beaucoup plus agréable. D'accord. C'est une ville plus à taille humaine, on faisait beaucoup les choses à pied, alors qu'à Moscou, on prenait beaucoup le métro, et moi, j'aime pas trop ça. Ok. Que Moscou, il y avait ce côté plus politique, la place rouge, etc. Saint-Pétersbourg, c'est beaucoup plus pittoresque, on va dire. Culturel. Oui, culturel. Est-ce facile de te connaître? On n'avait pas sorti il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est parce que William l'avait remis dedans. Est-ce facile de te connaître? Non, je pense pas. Ok. Non, je pense pas, parce que déjà, je suis assez introvertie, on dirait pas comme ça. Je sors pas beaucoup, on va dire, que j'ai du mal aussi à partager avec les gens, parce que je suis... En fait, je suis toujours dans un comportement, et c'est rigolo, parce que il y a quelqu'un de Radio Campus, je pense pas que c'était derrière ton micro, qui en a parlé, et j'ai exactement ce même sentiment, c'est que j'ai toujours l'impression de déranger. Ouais. Et forcément, moi, ça me conduit à pas forcément parler beaucoup. Mais c'est peut-être moi qui l'ai déjà dit ça. Hein. Non, c'était pas toi. Ok. Je te dirais en off qui avait dit ça dans un podcast. Très pour bien. ne pas les citer, un podcast sur Radio Campus Paris, Ok. évidemment. Je fais beaucoup de pubs là, hein. J'espère que je serai payée à la fin. C'est pas de la corruption? Un peu, parce que Ouais. je suis administratrice. Mauvais exemple. Ouais. Ne faites pas ça, c'était un test pour vous, chers auditeurs. En gros, tu me fais des tests pour voir si j'ai bien compris C'est ce que ça. tu m'as dit dans la première partie pour C'est voir ça. si je suis à l'affût. Ça Non, marche. je pense pas que ce soit facile de me connaître parce que je suis très secrète, en plus j'ai tendance à fuir les situations un peu dérangeantes où on me pose des questions très personnelles, enfin... Donc non, je ne pense pas. Bah, t'as quand même accepté de faire un épisode d'aléatoire. Mais... Oui, c'est vrai, parce qu'on se connaît bien. Donc tu dirais que je te connais. Un peu. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-ci, et je l'aime beaucoup. Quel livre aimerais-tu avoir écrit? Waouh, quel livre j'aimerais avoir écrit? Je vais dire un truc tarte à la crème. Les gens vont rigoler. Mais l'insoutenable légèreté de l'être. Ah oui, bah c'est... Moi, j'aime beaucoup Kundera. J'ai quasiment lu tous ses livres. Mais c'est vrai que moi, c'est un livre qui m'a pas mal marqué parce qu'il a fait beaucoup écho en moi dans le sens où la fluidité des relations, la fluidité des sentiments, aussi le fait d'être un peu contradictoire dans sa manière d'envisager l'autre, le couple, l'amour. Moi, je suis totalement contradictoire sur plein de sujets. Donc oui, j'aurais bien aimé l'écrire. En plus, je trouve que c'est un livre qui est assez froid parce que Kundera est assez froid et moi, c'est un peu ma manière d'écrire. Ok. Voilà, je suis très directe, donc voilà. Est-ce que tu écris? Bah, j'écris dans la vie de tous les jours. Oui, mais je sais pas, comme tu es... Non, j'écris pas de livre en particulier sur ma vie. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien Kundera, j'aime bien Duras. Et c'est des écritures qui sont pas du tout... on va dire guindé, chargé. Moi, j'aime pas du tout ça. Par exemple, les auteurs qui... en fait, on sent qu'ils veulent juste mettre de la prose et du vocabulaire pour démontrer qu'ils sont savants. Moi, j'ai horreur de ça. D'accord. Voilà, moi, je suis très straightforward, comme diraient nos amis... Droit au but. Anglais. Oui. Anglophone. Es-tu accro à ton portable? Je dirais oui, parce que j'ai Twitter. Ah oui. Et que Twitter, c'est une sacrée addiction. Ouais, je partage un peu cette addiction aussi. Mais je me soigne. Ok. Voilà. Tu te soignes comment? J'ai mis une application qui te dit ton temps d'écran et je la regarde assez régulièrement et je me dis bon, calmons-nous. Je me mets souvent en mode avion quand je travaille sur des sujets de fond, ce qui est un peu mon quotidien en ce moment. Donc voilà, ça me calme aussi et j'essaye de prendre de la distance. Après, c'est pas simple. Hein. Surtout, c'est assez lié à ma personnalité. Comme je suis très introvertie, je sors très peu et donc forcément, j'ai tendance à me retrancher derrière des conversations par téléphone ou... Même pas par téléphone, j'ai le droit de téléphoner. Des audios. Ouais, c'est plutôt les audios ou des SMS, des messages. Ok. Et alors, tu regardes quoi sur Twitter? Waouh, j'ai une TL de qualité. Sur Twitter, il y a beaucoup de débats politiques, beaucoup de débats... les avocats qui s'écharpent, ça, c'est un classique sur Twitter de la team juriste. Moi, j'aime aussi le Twitter un peu what the fuck. Par exemple, je sais pas si tu connais, il y a une jeune femme sur Twitter qui a un ton très satirique et ça me elle s'appelle comment? Kay Queen. Ah non. Voilà, et c'est hilarant. Ok. Et du coup, j'aime beaucoup. Et moi, ce que j'aime aussi sur Twitter, c'est quand il y a des arcs.
Tu vois, quand il y a des sujets qui ressortent, typiquement, un sujet très très futile, hein, mais le 25 décembre dernier, j'étais dans le sud chez mes beaux-parents. Et il y a une jeune femme qui a fait un tweet en disant une photo avec mon chéri, etc. Et la nana, il y a quelqu'un qui a répondu, qui a retweeté, mais en fait c'est mon mec. Il y a une deuxième femme qui a écrit, en fait non, c'est mon mec. Et ça a été le festival pendant 48 heures avec Timothée Yum Yum. Timothée Yum Yum, exactement. Voilà, et ça c'est des trucs que les gens qui ne sont pas sur Twitter ne peuvent pas comprendre. Ah ouais, je suis assez en fait, je trouve qu'on a un patrimoine commun. Ouais. Sur Twitter de certains arcs. Ah ouais, et ça en fait littéralement partie. C'est comme la robe qui est blanche ou qui est bleue ou qui est jaune, whatever. Qui était plus Facebook en son temps. Mais c'est des sujets parfois qui reviennent. En fait, si t'étais pas là, c'est trop tard. Ouais, c'est vrai que tu ne peux que les vivre sur le moment. Ah non, c'est formidable. En plus, il y a une... du coup, je sais pas si t'as vu récemment, il y a une... très rapidement une renaissance de cet arc. Oui, j'ai vu parce qu'une de ces femmes qui avait relationné avec ce Timothée Yum Yum j'allais dire on pourrait peut-être expliquer un peu l'histoire. Enfin oui, tu l'as déjà fait, mais de toute façon, c'est une histoire de tromperie. C'est ça, fallait être là, mais qui a participé à je ne sais plus quelle émission de télévision. Oui, j'ai vu ça, et c'est ça qui est rigolo sur Twitter, c'est que en fait il y a vraiment des sujets où on se sait, en fait les gens qui sont sur Twitter. Ouais. Le savent, et moi aussi j'aime beaucoup le Twitter politique. Des choses assez rigolotes, tu vois, des gens qui se taclent en fait on n'aurait pas l'habitude de les voir comme ça. Et donc c'est assez intéressant. Et aussi moi sur Twitter je fais beaucoup de veille, hein. Je fais pas que du LOL, il y a beaucoup de veille journalistique, et donc je suis pas mal de journalistes, et je trouve que c'est quand même une richesse d'avoir des journalistes compétents qui font des threads, qui expliquent des concepts, qui expliquent des sujets. Donc voilà, je le conseillerais pour ça, mais aussi pour le LOL, on va pas se le cacher. Ok. Et alors, est-ce que tu saurais nous dire 3 comptes Twitter à suivre pour le LOL et 3 comptes à suivre pour la veille c'est beaucoup, politique 3 pour le LOL, je dirais K-Queen, moi j'aime beaucoup. Il y a quel compte sur lequel je rigole pas mal? Je saurais pas dire, parce que moi je connais pas les arrobases. Mais en tout cas, pour le sérieux, pour la veille, il y a Vincent Ventigame qui suit souvent tout ce qui est procès anticorruption. Par exemple, il a suivi le procès de Nicolas Sarkozy. Il a aussi révélé une récente affaire d'un élu NUPES LFI qui aurait eu un logement de fonction, un logement social, pardon, je me trompe, un logement social en ayant dans le même temps acquis 2 appartements, et ce logement il l'aurait sous-loué à sa sœur. Je parle au conditionnel, tout le monde est présumé innocent. Surtout, je me suis pris une vague de haine en ayant souligné que ça me paraissait pas très correct de faire ça, mais présumé innocent, évidemment. On compte sérieux. Moi, j'aime beaucoup aussi Projet Arcadie. Et ça, c'est un média qui est média parlementaire. En fait, elle s'intéresse qu'à tout ce qui est lié au Parlement. Et un 3e compte intéressant, je dirais Jean Massier, parce que Jean Massier, tout est lié à la politique. Jean Massier, il y a une émission qui s'appelle Backseat sur Twitch. Et parfois, il est amené à expliquer certains concepts. Après, c'est vrai qu'il fait beaucoup de LOL aussi, donc c'est un peu en entre-deux. Ok. Voilà. Écoute, c'est bien pour finir la sélection d'avoir un compte qui réunit le sérieux et le LOL. Écoute, tu nous as dit que c'était pas facile de te connaître, donc on va voir. Si tu devais te décrire en 5 mots. Waouh. Donc si je devais me décrire en 5 mots, déjà, j'irais empathique. Voilà, je suis très très empathique, je suis une éponge à émotions. Voilà, la misère du monde, tout est sur mes épaules. Je suis assez persévérante, c'est vrai que je lâche pas vite l'affaire. Voilà, je suis mes projets, etc. Je suis assez contradictoire. Pourquoi ? C'est vrai que en fait, j'ai toujours tendance à peser le pour, le contre, le pour, le contre, le pour, le contre, et je sais que parfois, moi, j'ai certaines failles dans mon comportement. Clairement, rien à voir avec l'éthique, rassurez-vous. Mais voilà, je le sais, je les identifie et je les traite. Je dirais un autre qualificatif, parce que là, on est à 2. Non, on est à 3. On est à 3. T'as dit empathique, persévérante, contradictoire. Je suis assez... on va dire rigoureuse. C'est vrai que je fais quand même très très attention à la manière dont je travaille. Voilà. Et un dernier,
je dirais que je suis plutôt transparente. Ok. Ça, pour faire le lien avec l'anticorruption. Dans le sens où moi, si vraiment on me pose une question que j'estime d'intérêt général, j'y répondrai sans souci. C'est intéressant ça de considérer à la fois que c'est pas facile de te connaître et en même temps de te considérer comme transparente. Mais tu nous l'as expliqué, hein, en soi, les deux sont pas forcément liés, mais je pense que beaucoup de gens considéreraient qu'être transparent, c'est... En fait, il y a une différence entre être transparent et oversharing. Ok. Voilà. On fait beaucoup d'anglicisme, donc les gens vont quitter le podcast, mais dans le sens où moi, je préserve quand même un minimum de vie privée. En fait, on ne verra jamais des photos de moi avec ma famille sur Internet. Pour autant, moi, j'estime qu'il y a certains sujets sur lesquels on peut parler, je sais pas, typiquement la sexualité, ce genre de choses. En fait, il n'y a pas de tabou selon moi. C'est pour ça que je suis assez transparente. Et aussi que... en fait, je suis un peu contre l'instauration de barrières et que certains seraient au-dessus de certaines informations. En gros, moi, c'est un peu ce que je reproche parfois aux élus, c'est de se dire, en fait, non, moi, j'ai pas à rendre des comptes. Ouais. En fait, parfois, il faut en rendre et que moi, par exemple, si j'ai un contrôle fiscal ou ce genre de choses, moi, je donnerais tous les documents, quoi. Ok. Vraiment. Et ça me viendrait même pas à l'esprit d'essayer de filouter quelque chose, quoi. Bon, écoute. J'ai trop peur de la DGCCRF ou de l'URSSAF. La DGCCRF. Voilà, moi j'ai trop peur des administrations. Le fisc. Oui, le fisc. Oui. Ça existe. Oui. Ça existe aussi. Je pense que Jérôme Cahuzac l'a bien expérimenté. Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Waouh, c'est une super bonne question. Là. Qui pourrait m'incarner au cinéma ? Dans une... voilà. Après, il faut que ce soit physique, parce que moi, il n'y a personne qui me ressemble physiquement. Je suis exceptionnelle. Non, je plaisante. Non, mais en réalité, je vois pas forcément de femmes qui me ressemblent. Écoute, c'est pas forcément la ressemblance. On parle de cinéma, d'interprétation. Donc ça pourrait être quelqu'un... si je devais m'identifier à un personnage... un personnage un peu de série ou un personnage que j'aime bien, je dirais... Dans Girls, il y a un personnage, comment elle s'appelle ? Jessa. Ok. C'est Jelena Kirkle. Déjà, je la trouve absolument incroyable, trop belle. Et que je partage certains points communs avec elle, le côté très bohème, le côté très sentimental, on va dire, dans la manière de vivre, et pas qu'avec les êtres humains, quoi. Ok. Donc elle pourrait être interprétée au cinéma. Absolument. Dans un film. I wish. You wish. Écoute, un peu la question totem. Hein. À quelle époque aurais-tu aimé vivre ? Waouh, très certainement maintenant. Oui. Parce que clairement, moi, toutes les personnes qui disent « Ah, mais c'était trop bien dans les années 70 ». Déjà, moi, je suis une femme. Donc déjà, c'est pas facile aujourd'hui, en 2023. Alors, avant, ça devait pas être dingue non plus. Oui. Donc oui, maintenant. Ok. Voilà. Puis la santé, la médecine, l'hygiène, ça te semble... Oui, moi, ça me semble plutôt important. C'est pas mal, ouais. Moi, je trouve que le dentifrice, c'est quand même une très belle invention. Oui, alors après, il existait du dentifrice à la période de l'Égypte antique. C'est vrai, dans les pays un peu arabisants, Maghreb, etc., on a le siwak, qui est une petite tige qu'on frotte aux gencives. Mais c'est vrai que j'aime bien mon Colgate, quoi. Okay, je trouve que c'est plutôt pas mal. T'aimes bien la laine menthe Voilà, la laine chimique, etc. Menthe glaciale, ouais. Je vais appeler l'épisode « Vivre de nos jours » pour avoir le Colgate. Quels sont tes critères pour te faire une opinion des gens ? Alors, c'est pas facile, mais moi, j'aime bien entendre les gens parler. Okay. Je trouve que c'est très important et que moi, je suis très intuitive. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu rajouter. Et que généralement, ça trompe pas. Ouais. J'ai eu très peu de mauvaises surprises dans ma vie. Que j'aime, en fait je sens un peu les énergies des gens et que je sais qu'il y a des personnes auxquelles je dois pas m'approcher parce que je sens le potentiel de toxicité. Puis en plus de ça, une fois que tu connais leur signe astrologique, tu te fais c'est ça. Oh là là, les Gémeaux loin de moi. Non, je plaisante. D'accord, ok, donc tu les écoutes parler, mais tu les écoutes. Enfin, ça dépend pas du sujet dont ils parlent, quoi. C'est vraiment la façon dont ils parlent et dont ils articulent leurs pensées. Ah, de quoi avais-tu peur quand tu étais petite ? Ah là là, de plein de choses. Moi, je suis une grande peureuse encore. Okay. Donc, quand j'étais petite, moi, il y a une scène qui m'a terrifiée quand j'étais petite, c'était dans Pinocchio.
quand il finit dans la baleine. Oui. Vraiment, ça, c'est une source de grand traumatisme et de beaucoup de séances de psy. Ok. Après coup, pour claustrophobie, pardon. Ah ouais. Oui, moi, ça m'a beaucoup traumatisée. En plus, il y avait la question du mensonge, etc. Donc, c'est donc pour ça que tu t'es lancé dans l'anticorruption, voilà, c'est ça. L'anticorruption, c'est Pinocchio qui est à l'origine de tout. Ça m'a traumatisée, ça a forgé ma personnalité. Non, j'avais peur de ça. Et j'avais aussi peur du noir. Ça, mes parents m'ont beaucoup dit, c'est beaucoup un sujet de blague chez moi. Voilà, comme quoi, là, quand il faisait nuit, je pleurais toute la soirée. D'accord. Voilà. Mais ça va, tu n'as plus peur du noir? Non, ça va. Tu peux dormir dans le noir total ou il te faut quand même une petite... Non, dans le noir total. Moi, je dors pas avec de la lumière. Ok. Sinon, je dors pas. Quelle est la célébrité que tu aurais aimé rencontrer? Une célébrité que j'aurais aimé rencontrer? Ah là là, c'est une bonne question, ça. Ça peut être une célébrité du milieu juridique, hein, quelqu'un que le grand public connaît pas forcément, mais qui dans ton domaine... Tout le monde va dire Simone Veil. Bah, c'est sûr que Simone Veil, elle a un sacré parcours. Mais on va dire que j'aurais préféré plutôt un artiste. Parce que voilà, avoir une vie artistique, moi, ça m'a toujours assez animée. Okay. Et je dirais plutôt Marguerite Duras, parce que c'est vrai que on va dire que c'est vraiment une femme à laquelle je m'identifie beaucoup. Okay. Dans sa vision de l'amour, dans sa vision du romantisme, de la sensualité. Après, je suis pas certaine qu'on passe une super soirée si on dîne ensemble, parce que ça a pas l'air d'être quelqu'un de très chaleureux. Ouais, je la connais très très peu. Je crois que j'ai rien lu d'elle et que je te recommande, moi, mon livre préféré de tous les livres, c'est Moderato Cantabile. Okay. Modéré chantant, oui. En italien. Et moi, j'ai adoré. C'est vraiment un livre qui m'accompagne beaucoup dans son rythme, dans son ton, dans les sujets abordés. Donc je dirais Marguerite Duras, pourquoi pas un petit verre, qu'elle m'explique un peu. Un petit café, un petit thé. Voilà, qu'on parle un peu d'amour. Quel est l'objet le plus ancien que tu possèdes? L'objet le plus ancien que je possède, je pense que certainement c'est les bijoux de ma mère. Je les ai pas chez moi. Ok. Venez pas me cambrioler. Non merci, j'ai déjà vécu. En même temps, on donnera pas l'adresse, hein, mais je pense, enfin pour accéder aux apparts dans ton immeuble, je vis dans un château. Je vois pas comment tu peux cambrioler ça. Je dirais les bijoux de famille, sans mauvais jeu de mots, parce que moi je suis d'une famille où on est pas mal dans la transmission de bijoux et j'ai pas mal de bijoux de ma mère qu'elle a hérité de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère, notamment de l'or. Et je pense que c'est ce que je veux de plus en plus. D'accord. Voilà. Je remarque que tu aimes bien... tu aimes bien dire pour ne pas les citer, pour ne pas le citer une fois que tu as cité quelqu'un, ou dire sans faire de mauvais jeu de mots une fois que tu as fait le mauvais jeu de mots. C'est un signe de langage peut-être. T'es très... je sais pas, est-ce qu'on aurait peut-être pu ajouter rétroactive dans les 5 mots pour te... Peut-être. C'est très juridique un rétroactif. Oui. Oui, j'ai quand même retenu 2-3 trucs de mes 3 mois de mettre en c'est droit. déjà ça. Y a-t-il une activité que tu as toujours voulu faire, et donc sous-entendu que tu n'as encore jamais faite? Une activité que j'ai toujours voulu faire, que j'ai jamais faite. Une activité, hein, on est d'accord sur l'activité. Peut-être... Oui. Parce qu'une activité que j'ai jamais faite, je dirais... peut-être une activité sportive, mais là, je vois pas comme ça. Peut-être de la plongée. Okay. Mais le grand souci de ma vie, c'est que moi, j'adore nager, mais que je suis myope comme une taupe. Okay. Et quand on est myope, c'est pas très agréable d'aller à la piscine, ni de nager. Et en plus, avec les lunettes, on ne voit pas grand-chose. Donc, ce serait de nager, mais en ayant 10 sur 10 aux 2 yeux, ce qui est impossible, je pense. Ouais. Il n'y a pas de chirurgie réparatrice Non, ma vue baisse chaque année. Ok. Voilà, donc c'est pas près d'arriver. Plutôt meneuse ou suiveuse? Plutôt meneuse ou suiveuse, je serais de l'idée de dire aucun des deux, mais il faut répondre à la question. Non, tu peux dire aucun des deux si tu développes. Parce que, en fait, je trouve dans la société, il y a vachement une injonction. C'est pas un QCM, hein, tu vois. Tu peux aussi répondre à côté de. À être des meneurs, etc. Mais moi, j'ai un peu de mal avec ça parce que qui je suis pour mener des gens à un point A ou à un point B? Moi, je suis davantage dans de l'accompagnement et
être là quand il faut, être un soutien de confiance, etc. Mais j'ai un peu de mal avec l'idée de meneur. Et suiveur, c'est connoté parce que si on suit quelqu'un, c'est qu'on manque de libre arbitre et c'est un peu antinomique avec mon activité, je pense. Oui. Donc je dirais aucun des deux. Ok, d'accord. Donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme indépendante? Il y a un terme que j'exècre, c'est couteau suisse. Tu sais, ces gens qui disent qu'ils sont couteau suisse parce qu'en fait, ils ont un peu toutes les qualités, ils peuvent, aller dans le sens du vent, à la fois être meneur, suiveur, facilitateur, médiateur, etc. Enfin, je trouve qu'en fait, quand on est partout, généralement, c'est qu'on est nulle part. Oh. Mais je dirais davantage peut-être médiatrice. C'est vrai que j'ai un côté où, en fait, par exemple, même entre amis ou même dans les relations amoureuses, je suis pas du genre à m'emporter ou à tout de suite choisir un camp. J'aime bien avoir les deux avis pour me faire une opinion. Je suis assez d'accord. De ce que je te connais, je trouve que c'est effectivement assez proche de la... As-tu l'impression d'avoir une carapace? Je pense que oui. Parce que c'est un côté très paradoxal de ma personnalité. On va pas parler de signes astrologiques parce que, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, Jacques déteste ça et que moi j'ai tendance à en jouer. Je n'y crois pas vraiment, mais bon, parfois c'est assez. C'est pas que je déteste ça. Si, tu détestes ça. Non, je déteste pas ça, mais je trouve que c'est une. C'est vraiment. Enfin bref. Je ne vois pas où on y trouve du plaisir. Et je trouve qu'on se bat face. On se bat contre tant d'injonctions, notamment déterminantes, que se baser sur un truc aussi random que ça, c'est un peu contre-productif en fait pour moi, parce que c'est une forme de déterminisme. L'astrologie, donc ouais. Ça, c'est vraiment un discours de lion. Voilà, comment achever Jacques en 5 minutes. Mais plus honnêtement, sans parler d'astrologie, parce que c'est ce qui ressort de ma charte astrale, mais j'ai un côté où je suis... en fait, c'est assez particulier. C'est ça que je dis que je suis contradictoire. C'est que je suis très sensible. Quand, par exemple, je suis dans une relation amicale ou amoureuse, je donne beaucoup. Je suis très aimante, très tendre, etc. Par contre, je suis très pragmatique. C'est que j'ai un côté un peu froid aussi avec les relations, dans le sens où je sais que les relations, c'est aussi une rencontre d'intérêt. Ok. Wow. Et c'est pas du tout sexy la manière dont c'est arrivé, mais en fait c'est que moi j'ai été aussi, je pense c'est mon éducation qui fait ça. J'ai des parents qui sont ensemble depuis plus de 30 ans, qui eux se connaissaient pas beaucoup avant de se marier, mais ça marche. Ils sont très, très amoureux par ailleurs. Mais c'est que j'ai un côté très pragmatique où moi, j'ai jamais eu de, par exemple, si on parle de l'amour, de relations type toxique ou de relations déséquilibrées, parce que j'ai totalement conscience de ce que je veux, de ce que je recherche. Okay. Ce qui fait que je m'énamourage pas d'hommes que je sais pas disponibles émotionnellement ou avec qui ça collera pas sur des projets de vie, en fait, de vision... soit de la société, soit du travail, soit de comment envisager un futur ensemble. Et ça, c'est assez paradoxal parce qu'il y a un côté très, très sensible. Mais pour autant, je suis très concentrée sur la manière dont je m'investis dans des relations, ce qui peut paraître assez, même parfois, j'allais dire consumériste, c'est pas tellement ça le terme, mais utilitariste. Ou une relation doit mener à quelque chose. Donc oui, je pense que c'est ça d'où vient ma carapace, c'est que j'ai ce côté aussi où je passe très vite à autre chose. Voilà, je peux être dans une relation pendant des années et quand j'ai décidé que c'était fini, c'est fini. Quelle chose immature aimes-tu bien faire? Une chose immature que j'aime bien faire. Désolée, je répète les questions à chaque fois, ça doit être insupportable. Une chose immature que j'aime bien faire. Moi, je pense que c'est embêter ma sœur. Avec ma sœur, on est un peu immature. D'accord. Donc on se fait des petites blagues. J'aime bien l'appeler pendant qu'elle fait la sieste. Inventer des petites situations. Me moquer un petit peu. Mais elle fait la même chose. Elle m'appelle pas pendant la sieste parce que moi je ne dors jamais. Vous le saurez. Mais pareil, elle m'appelle, elle me fait des pranks. Mais bon, en français, elle me joue des tours. Des canulars.
Voilà, des canulars. Et voilà, c'est très immature, mais bon, c'est comme ça qu'on reste jeune. Hein. Vous avez combien de différences ? 1 an. 1 an ? D'accord. Ouais, Elle est plus jeune d'1 an. On a 1 an et 1 semaine. Ok. Elle est plus vieille que moi. Ah, elle est plus vieille que toi ? C'est ta grande sœur. Et mais tu veux dire que tu l'appelles quand elle fait sa sieste, enfin tu l'appelles au téléphone parce que tu sais qu'elle fait une sieste ou Oui. quand vous êtes ensemble dans la famille ? Non, je la connais un petit peu ou sinon on se donne des surnoms un peu stupides, Ok. on se taquine un peu sur nos vies personnelles. Mais donc tout ça. en gros, ce serait dans l'ensemble ta relation avec ta sœur que tu Oui, conserves un peu, on rigole beaucoup, il faut. Hein. Oui, il faut rigoler avec ses frères et sœurs. As-tu déjà rencontré des personnes vénales ? Ah ça a été mon quotidien. C'est-à-dire que... Ça a été mon quotidien, un peu moins aujourd'hui. Ok. Après, il y a vénal d'un point de vue de l'argent, mais il y a aussi vénal vis-à-vis du pouvoir. Uh-huh. Et ça, j'ai été très surprise parce que c'est pas forcément là où on s'imagine que ces personnes sont. Il y a des secteurs d'intérêt général où il y a des personnes qui sont excessivement vénales. Vénal. Ouais. Désolée pour la grammaire. Et que finalement c'est que le pouvoir corrompt tout et que le pouvoir c'est à n'importe quelle échelle, même si c'est un pouvoir qui vous rapporte 0 € à la fin du mois. Et donc oui, j'ai rencontré des personnes vénales, j'ai rencontré des personnes qui manquaient d'éthique alors qu'elles sont des porte-étendards de l'éthique, des personnes qui manquaient d'humanité, qui manquaient d'empathie aussi. Après, heureusement, c'est pas une règle générale, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes bienveillantes, dignes, avec beaucoup de sens du partage, mais c'est vrai que moi il y a particulièrement une rencontre qui m'a marquée et je pense que ce serait une leçon de vie à ce stade. Tu peux nous le dire sans nommer la personne, mais... Non, je peux pas le dire. Peut-être qu'un jour, peut-être que j'écrirai un livre. D'accord, très bien, ça marche. Et oui, non, je voulais revenir sur la phrase « le pouvoir corrompt tout », donc c'est vrai, c'est pas juste une phrase... Ah non, moi je l'ai vu de mes propres yeux. En fait, à partir du moment où vous avez un peu d'exposition, un peu de résonance, vous pouvez être amené à vous oublier, je pense. Et en plus, c'est ça qui est assez drôle. C'est que moi, je fais beaucoup preuve d'empathie, même vis-à-vis de ces situations-là. Je me dis, bon, les personnes, elles sont un peu perdues. Et avec le recul, je me dis non. Il y a quand même des stades où non. Mais tu penses que c'est dû au pouvoir dans son... naissance même, donc d'un point de vue presque philosophique, ou est-ce que c'est aussi dû à notre système de société, de comment fonctionne notre société, orienté vers le... Non, je pense que c'est le pouvoir en tant que tel. Je sais plus c'est quel philosophe qui disait que le pouvoir, il faut qu'on l'arrête, enfin le pouvoir arrête le pouvoir, ou quelque chose comme ça. Bon, je rechercherai la citation exacte, mais c'est un peu l'esprit, et non, je pense que c'est le pouvoir de manière concrète, et moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaye la manière la plus... avec le plus de force possible, d'être indépendante des réseaux de pouvoir. Ok. On me pose beaucoup la question pourquoi je ne rejoins pas telle organisation, telle profession, etc., tel titre. Parce que, en fait, j'ai peur. Moi, je l'ai vu, le pouvoir comme ça, et que là, moi, je préfère être indépendante dans mon coin plutôt que d'être influencée en fait, par le prestige, par le regard des autres, etc. Et que je sais que le glissement se fait facilement. En fait, que même des personnes qui étaient très solides sur leurs appuis se sont laissées tenter. D'accord. En fait, t'es un Jedi qui a quitté l'ordre Jedi pour poursuivre ça. J'ai regardé Star Wars la première fois, en décembre. Ah oui ? J'ai rien compris. Réellement, déjà, au niveau de la numérotation, on dit qu'il faut commencer par le 4. Je comprends pas bien le concept. Si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pourquoi on commence par 9. Le 4 ou 9, bon, parce que c'est, whatever. Et qu'en plus, je trouve que c'était pas... En fait, le mélange de créatures, en fait, ils parlent tous la même langue. Enfin, c'est vraiment très, très étrange. Hein. Parce que t'as regardé lequel, du coup ? J'ai regardé le 4, 5 et 6, je crois. Ok, donc la trilogie originale. Voilà. Il y a la grosse limace aussi. Oh. Oui, Jabba the Hutt. Mais alors déjà, la question de l'ordre dans lequel on doit les regarder, c'est une question qui anime les fans de Star Wars depuis qu'est sortie la deuxième trilogie, donc la post-logie avec le 1, 2, 3, parce que des gens défendent qu'il faut les regarder dans l'ordre de sortie, donc 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Mais il y a aussi des gens qui disent, non, maintenant qu'on a l'œuvre, il faut les regarder dans l'ordre des épisodes qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et
Et c'est aussi parce que George Lucas, quand il a fait le 4, 5, 6, il savait qu'il n'avait pas encore les moyens techniques de raconter ce qu'il voulait raconter avec le 1, le 2 et le 3. Donc, mais en soi, l'histoire était déjà écrite, ok. Mais en plus de ça, moi, quand je te parle de Jedi qui quittent l'ordre Jedi sur chose, on est plus sur de l'univers étendu que sur ce que tu vois dans les films. Mais voilà, non, ça faisait très, moi, ça me faisait beaucoup penser à Star Wars et au Sith, quoi, cette idée de le pouvoir corrompt tout. J'ai vu des gens accéder et sombrer, tout ça. C'est ça. Il y a un côté Star Wars, donc tu devrais peut-être redonner ta chance, ou pas, hein, d'ailleurs. Quelle est la musique que tu peux écouter sans te lasser? Alors, je dirais ma musique préférée, c'est Somebody Else de The 1975. Ok. Et c'est une chanson que j'ai connue quand j'y vais à Londres en 2016-2017. Je travaillais dans une entreprise qui fait de la formation pour des étudiants étrangers. Ok. Et on avait pas mal d'avantages en nature. Et on avait été invité à O2 Arena, qui est un peu l'équivalent de ce qu'on a à Bercy pour les spectacles. Et en fait, on avait une box. Et c'est une sorte de petit appartement privé avec une vue sur le spectacle et la nourriture et tout le service pour l'entreprise. Et souvent, ils faisaient cadeau aux stagiaires parce qu'on n'était pas non plus très bien payés, etc. Et donc, on avait été invité à leur concert de The 1975. Moi, je connaissais absolument pas. J'y étais allée par curiosité. Visiblement, c'est un gros groupe. Enfin, ça l'est, maintenant je le connais, mais un groupe anglais, un peu pop, etc. Cette chanson-là, elle m'a tout de suite marquée. Enfin, j'ai tout de suite adoré. Et en fait, c'est une chanson... Quand tu l'écoutes, t'as l'impression que c'est quelque chose de très joyeux, c'est très pop, c'est très dansant, alors que finalement c'est une histoire assez triste d'un homme en gros, le chanteur, on l'imagine, c'est Matthew Healy, qui explique, je t'imagine avec quelqu'un d'autre en fait, et que en fait c'est pas grave en fait que tu sois avec quelqu'un d'autre, mais en fait rien que le fait de t'imaginer avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui me rend dingue, et pas par jalousie, mais c'est juste, tu vois, ce côté d'être remplacé, ce côté où les choses finissent par passer, où on n'est plus dans l'immortalité d'un moment. Où finalement, tu vois, c'est une valse de personnes dans nos vies avec qui on va sortir potentiellement. Et ce côté un peu contrasté de la danse, du côté pop, etc. Et donc, moi, j'ai adoré. Et je trouve que c'est une belle chanson qui me reprend bien dans mon caractère très paradoxal, dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui suivent, que moi je passe vite à autre chose. J'ai pas de grands états d'âme de l'un ou de l'autre côté de la personne qui rompt ou la personne qui est larguée. Mais pour autant, je peux rester dans une forme de mélancolie en repensant à certains moments. Effectivement. Qu'est-ce que l'amitié pour toi? Alors moi, j'ai pas beaucoup d'amis. Déjà, j'ai très peu d'amis. Parce que je m'ouvre difficilement et que j'ai une carapace de tortue. Mais du coup, tu dirais que t'as très peu d'amis mais beaucoup de potes ou Non. Même pas? Je dirais que j'ai peu d'amis parce que pour moi, l'amitié, c'est vraiment parfois même plus fort que de l'amour. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment un partage où tu sais que tu peux vraiment être toi-même avec quelqu'un sans filtre. Et ça, j'en ai très très peu. Je pense que dans mon entourage, j'en ai une ou deux. Trois. 3 amis qui me connaissent parfaitement bien, connaissent mes faiblesses, mes contradictions, qui m'ont vu un peu dans tous les états aussi, parce que moi j'ai pas mal d'autocontrôle aussi par rapport à comment je me présente et comment je se mouvoir dans la société. Moi j'ai eu une grande éducation à ce sujet-là. Typiquement ma mère, c'est quelqu'un qui pleure jamais. Mes parents ils pleurent jamais. Ils sont très droits comme des piquets. Il faut toujours être bien habillé, bien apprêté, bien coiffé. Et donc forcément ça imprègne aussi mon comportement social. Donc pour moi l'amitié c'est très très important, mais c'est aussi un investissement pour moi. Toujours avec ce côté très pragmatique, mais c'est que c'est tellement fragile et que moi je suis vite déçue aussi. J'ai un exemple très concret récemment. Il y a en quelques années je me suis fait une grande amie pour moi. On s'est rencontrés dans un contexte pas forcément de soirée, mais une grande amie à qui j'ai partagé énormément de choses, qui avait une certaine part de vulnérabilité. En fait, nos chemins sont séparés
de manière très concrète, mais on a continué à garder un lien, et ce lien s'est un peu distendu avec le temps, et moi je me suis dit, alors que c'est pas du tout dans mon comportement, parce que moi je suis quelqu'un, j'ai pas de fausse pudeur à plus donner qu'on me donne. Moi je suis pas dans un sentiment, il faut qu'on m'envoie des messages. Moi j'envoie des messages parce que je pars du principe que les gens ils peuvent parfois ne pas avoir le temps, ne pas y penser, etc. Mais il y a un moment où je me suis rendu compte que c'était surtout moi, vraiment à 95% des cas, qui envoyait des messages, que cette personne mettait énormément de temps à me répondre, etc. Et comme je l'ai dit, je vais pas me focaliser sur des personnes qui s'intéressent pas à moi. Mais il y a eu un sursaut récemment, c'est mardi soir en fait, je lui ai envoyé un message parce qu'il est arrivé quelque chose. Et je me suis dit, il faut que je l'envoie. En fait, j'ai regretté. Et donc, j'ai supprimé mes messages. Je me suis dit, de toute façon, cette personne s'en fiche. Il est tard, peu importe. Donc la personne a vu que j'ai supprimé mes messages. Voilà, elle est revenue vers moi et finalement on s'est revus, etc. Okay. On s'est revus parce que finalement elle m'a donné une explication très concrète de pourquoi le lien s'était distendu très rapidement. Et donc tout de suite j'ai proposé qu'on aille boire un verre et ça m'a fait tellement plaisir de la voir. Vraiment ça m'a réchauffé le cœur parce que je sais que c'est quelqu'un qui me comprend comme peu de gens me comprennent. Okay. Et qu'on a vraiment partagé quelque chose ensemble. Après, tu vois, c'est peut-être quelque chose qu'on a partagé à l'occasion d'un événement qui nous lie toutes les deux. Donc peut-être que dans quelques années, quand elle aura avancé de son côté, parce que moi j'ai avancé du mien, et quand je dis ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est très concret. Bien sûr. C'est une situation qui n'a pas changé. Peut-être que la relation s'arrêtera. Moi, c'est un de mes mystères. C'est de me dire, est-ce que, au-delà de ce qui nous lie et ce qui nous a liés, est-ce que cette situation va perdurer? En fait, cette amitié va perdurer. Vraiment, je suis très curieuse de savoir. Ok. Donc voilà, pour dire que pour moi, l'amitié, c'est très important, mais très fragile et que je suis souvent déçue. D'accord, très bien. Écoute, peut-être qu'elle écoutera, cette personne écoutera cet épisode. Ah oui, non, je plaisante. Je suis trop timide pour faire ça. C'est dommage, ça aurait fait une écoute en plus. Bon, bah, celle-ci, t'as déjà un peu répondu, je pense. Donc, on va passer rapidement. C'était pleures-tu facilement? Oui. Ah oui, quand même, tu pleures facilement. Mais pas avec du monde. Ok. Mais oui, je pleure très facilement. J'ai encore une anecdote là-dessus. Hier, il y a une abeille qui est rentrée chez moi. Je savais pas quoi faire. Je me suis mis à pleurer parce que moi, il est hors de question de tuer un animal ou de le chasser et j'étais pas bien. Voilà. Ok. Mais c'est vite passé. Alors, celle-ci, je suis très, très, très curieux. S'il n'y avait pas de loi, quelle chose illégale ferais-tu? S'il n'y avait pas de loi? Ouais. Moi, je suis très Robin des Bois, hein, tu sais. Et je pense que clairement, s'il n'y avait pas de loi, je pense que j'irais saisir la nourriture des magasins invendus ou même pas invendus, vraiment en fin de journée, pour la redistribuer. Ça très... vraiment, parce que moi, c'est un truc qui me rend dingue. Ouais. Vraiment, ça me rend dingue. J'ai l'impression que parfois que la pauvreté, c'est un projet de société. J'avais vu un tweet passer là-dessus sur Twitter qui répertoriait en fait le nombre de nourritures qui est jetée par jour. Donc je pense qu'il y aurait certainement ça, parce que, enfin, à titre personnel, je suis très sage. Je vais pas aller braquer une banque, etc. Mais parce que voilà, j'ai un rapport à l'argent aussi qui fait que j'ai pas envie d'avoir des millions, je m'en fiche un peu. Donc je peux vivre correctement. Mais oui, je pense quelque chose en lien avec ça, quoi. Ou sinon, si j'étais une petite souris, bah, je sais pas, aller peut-être dans les coulisses du pouvoir, voir ce qui se passe, discuter avec les responsables et essayer de les convaincre d'agir avec un peu plus d'éthique, je ne sais pas. Et alors, quel est le pire cadeau qu'on t'ait jamais fait? J'ai une superbe anecdote là-dessus. Vraiment, je m'en souviendrai toute ma vie. On a fait un Secret Santa, un Père Noël secret. Ouais. J'ai horreur de ça. Pareil. Toujours quand je vivais à Londres, que j'étais stagiaire dans une école. Ce qu'on avait fait, voilà, c'est qu'on s'était pioché, etc. Et on avait entreposé en fait les cadeaux dans une salle avec des noms pour pouvoir après faire le Secret Santa. Et donc, moi, je fais mon cadeau. Et je vois le mien et que c'est une énorme boîte. Et du coup, je comprends pas parce que tu sais, c'est Secret Santa, c'est des petits cadeaux. C'est censé être des petits cadeaux en fait. Et en fait, je suis tombée sur un petit rigolo. Et je dis pire parce que vraiment j'ai mis du temps à comprendre. En fait, il avait pris un énorme carton dans lequel il y avait un carton, dans lequel il y avait encore un carton, dans lequel il y avait encore un carton. Et donc du coup, j'ai mis sans rire 20 minutes. Ok, ah ouais. Parce qu'il y avait énormément de cartons pour qu'à la fin, ce soit une toute petite boîte avec un collier, avec un pendentif éléphant. Ok. Et pour lui, en fait, c'était
le côté très ironique de mettre un éléphant dans une petite boîte qui est ensuite était dans des grosses boîtes. Voilà, et je trouve que c'était beaucoup de gâchis de carton et de papier. Alors, ça je suis d'accord, mais en même temps je trouve que l'idée est pas complètement... Non, mais l'idée n'est pas mauvaise. C'est pas mauvais, c'est pas... Et tu vois, je croyais que à la fin, le dernier cadeau allait vraiment être pourri, tu vois, enfin vraiment un truc naze, genre un porte-clés ou un truc de mauvais goût, mais là moi je trouve qu'il y a une certaine poésie quand même. L'idée n'est pas mauvaise. J'ai un autre, si on peut choisir un autre aussi. Bah, bien sûr. Mais lui pour le coup c'est plus symboliquement que moi que ça m'a foutu un coup. C'était au début de mes années d'études, et en fait on a fait un Secret Santa pareil. Les Secret Santa sont traumatisants, et je suis tombée sur quelqu'un avec qui ça se passait plus bien. C'était quelqu'un avec qui j'avais été amie très tôt dans l'année, et finalement on s'entendait plus, et même lui il avait un comportement assez élitiste. Voilà, il parlait qu'aux personnes qui étaient brillantes selon lui, et moi j'étais pas assez brillante. C'est pas élitiste, ça, c'est pédant. Voilà, et on a fait un Secret Santa, et en fait c'était à une soirée de fin d'année, et en fait cette personne n'était pas là au début, et donc je me suis dit on m'a peut-être oublié, peut-être la personne n'est pas là, whatever. En fait vraiment je m'en fichais parce que voilà, je suis pas à un cadeau près, etc. Et donc finalement, cette personne arrive et en fait m'offre des pâtisseries, c'est gentil, tu vois. Mais l'accompagne avec un commentaire un peu limite grossophobe, tu vois. Sachant qu'à l'époque, j'avais des TCA, troubles compulsifs alimentaires. Ouais. Bref, parce que c'était la prépa, donc c'était pas facile. Et qui m'a fait une remarque du type je sais que t'es gourmand, je sais que tu manges beaucoup, un truc comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça d'un cynisme et d'un manque de délicatesse énorme. Donc le truc, je les ai pas mangés, je les ai vraiment donnés parce que je me suis dit vraiment c'est pas... Ouais, j'en veux pas, quoi. Ah oui, je trouve ça bien pire que le... Ah non, là c'était drôle, le pendentif éléphant, mais là c'était vraiment une volonté d'humilier. Et en fait, c'était quelqu'un qui avait cette volonté-là d'humilier. D'accord. Mais ouais, dans les Secrets de Santa, c'est toujours... Moi, j'ai déjà eu il y a eu un Secret de Santa à la MIE, quand j'avais été service civique à Radio Campus Paris. J'avais pas eu de cadeau. C'est vrai ? Ouais. Parce qu'une personne était venue sans cadeau, et c'est moi qui avais distribué... Enfin, j'avais participé à la distribution des cadeaux. Qui sont ces gens qui participent à des Secrets de Santa ? Et donc, à la fin, une fois tous les cadeaux distribués, il y en avait plus. Et moi, j'étais tout seul comme un con. Je suis en mode, ok, super. Là là. Génial, les mecs. Voilà. Et c'est la dernière que je tire, et après, ce sera à ton tour... si tu le souhaites. Quelle est la passion que tu vois souvent chez les gens, mais que tu ne comprends pas ? J'irais le foot. Ok. Très honnêtement, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que pour l'engouement, oui, je comprends la passion pour le sport, mais c'est vrai que le foot, j'ai un peu de mal à comprendre, parce que moi, c'est surtout des enjeux de pouvoir et d'argent. Ah bah oui. Et de corruption, là, pour le coup, la FIFA... Oui. Une information judiciaire est actuellement en cours pour l'organisation de la compétition de la Coupe du Monde au Qatar. Nicolas Sarkozy est aussi impliqué. Présumé innocent. Bien entendu, évidemment. Oui, je dirais le foot. Très concrètement, j'ai jamais réellement compris l'engouement populaire en fait pour ce sport, plus qu'un autre, plus que le tennis, plus que le rugby. Je pense que c'est parce que à la base, le foot est un sport populaire. Oui, c'est vrai. C'est le sport des classes populaires. Oui, je pense que c'est lié à ça, mais c'est vrai que j'ai jamais trop suivi cette passion-là. D'accord, très bien. Écoute. Merci beaucoup. Tu peux à ton tour je t'en prie. T'emparer de la boîte et piocher 3 questions. Ah, ça c'est mon rêve. Ça fait 51 épisodes que j'attends ça. Parce que moi je suis là depuis le début, sachez-le. Alors, ça fait beaucoup. 3 questions, on va dire. Oui. J'ai pioché les 3 d'un coup. Je fais de l'audio-description. Tu peux. La chose la plus folle que tu aies faite par amour. Attends, est-ce que j'ai déjà répondu à cette question ? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait de plus fou par amour, moi ? Je sais pas. Enfin, si, mais c'est des choses que je referais pas. Non pas parce que je considère que j'aurais pas dû les faire, que c'était gâché vis-à-vis de la personne, mais parce que je trouve que c'est des comportements qui étaient très dictés par une norme hétéronormative et un peu
un peu invasive en fait. J'ai un exemple notamment, je crois que c'était avec ma première copine, je devais avoir 18 ou 19 ans et on avait passé un mauvais week-end et je m'en voulais. Du coup le lundi, je m'étais rendu chez elle le matin alors que je savais qu'elle était en cours pour placer plein de post-it avec des messages d'amour sur sa porte d'entrée. Parce que je savais qu'elle revenait à midi pour la pause déjeuner. Et un bouquet de fleurs à côté. Et alors, en soi, ça lui avait fait très, très, très plaisir. Hein. Elle avait vraiment adoré ça. Mais je suis pas sûr que je le referais parce que je trouve que c'est très, très invasif, quoi. C'est un peu rentré C'était quand même la porte de chez elle, tu vois. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on me ferait ça, je serais très mal à l'aise, ouais, très c'est mal à sûr. L'aise, ouais. Qu'il y a une sorte d'intrusion. Donc, ouais, je sais pas ce que j'ai fait de plus fou par amour. Peut-être, je sais pas, peut-être pardonner. Non, c'est pas. Non, j'ai rien de. Rien de fou. Non, rien de fou. J'ai quelqu'un de raisonnable. Ouais, je suis quelqu'un de raisonnable. Oui, si. Enfin, je fais quand même des EVJF en me couchant à 8h du matin alors que toi, tu te lèves à 6h30. Alors que tu as bientôt 30 ans. Alors que j'ai bientôt 30 ans. Merci de le rappeler. Ça fait toujours plaisir. Mais oui, mais tu vois, enfin, je suis jamais parti dans un autre pays. Après, parce qu'on n'a jamais laissé l'occasion non plus. Donc, si, ça aurait pu arriver. Mais ouais, non, rien de dingue, rien de fou, ouais. Non, et puis en plus de ça, je suis plus je vieillis, plus je grandis, moins je suis dans des relations passionnées et là où vraiment quand j'étais jeune, je ne concevais pas l'amour autrement. En vrai, je chéris 1000 fois plus une très grande complicité qu'une très grande passion dévorante où on se déchire entre nous. Donc ouais, je pense que ça joue avec le fait de faire des trucs fous par amour. Toi, il y a des choses incroyables que tu as faites? Je dirais la relation à distance parce qu'en soi, c'est beaucoup d'investissement en temps financier. Donc je dirais que ça. Non, en réalité, moi, j'ai toujours été assez raisonnable par amour parce que j'ai un modèle aussi très classique à la maison où j'ai compris que oui, l'amour, c'est de la complicité, c'est le fait de se soutenir, d'être sain l'un pour l'autre, de pas faire des crises de jalousie. Parce que j'ai assez naturellement fui la passion dès mes débuts, dès mes premiers émois, on va dire. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est simple. Et c'était quoi comme distance? C'était Paris-Grenoble. Oui, ça va. Ça va, bon, c'était fatigant quand même, hein, le train. Oui, non, mais bien sûr, oui, non, mais donc évidemment. J'étais étudiante en droit, ok. Donc beaucoup de travail. Oui, non, mais évidemment, mais c'était pas Paris, Jakarta. Ah non, mais ça, pour moi, c'est impossible, c'est inconcevable. Ok, c'est inconcevable, très bien. Oui, moi je pense qu'il faut un minimum de décalage horaire compatible, par exemple. Ne serait-ce que ça. Voilà. Okay. Alors, la prochaine question, c'est: es-tu à l'aise pour parler en public? Oui. Oui, là on a un exemple plutôt concret. Oui. Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est pas vraiment en public. Oui, c'est vrai, que c'est dans l'intimité d'un podcast qui sera ensuite retransmis à vos oreilles précieuses. Mais ouais, non, j'ai toujours été à l'aise avec ça. J'ai toujours préféré faire des exposés que faire des contrôles. Et en même temps, je comprends qu'il y a des aussi spectacles. Un peu. Il y a clairement de ça. Et je comprends que pour d'autres personnalités, ce soit très très dur. Et donc, je pense qu'il faudrait revoir tout le système de notation parce que qui prennent un peu plus en compte les spécificités de la personnalité de chaque élève. Parce que je pense que il y en a pour qui se retrouver tout seul face à une copie, c'est l'enfer. D'autres pour qui se retrouver face à une classe et devoir parler, c'est l'enfer. Et inversement, il y a des gens qui vont être absolument brillants quand ils vont être tout seuls face à une copie, et d'autres qui vont être absolument brillants quand ils vont se retrouver face à une classe. Et
sans forfanterie. Je pense que c'est un peu été mon cas. Je m'en suis toujours mieux sorti à l'oral qu'à l'écrit, et je pense, il y a ce truc un peu ce truc de spectacle. Puis là, en plus, c'est en fin juin, je vais donner mes premiers cours sur le podcast. Trop bien. Dans mon ancienne école, et je suis super content. Enfin, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment un truc. En plus, c'est vraiment un exercice qui me plaît, avec lequel je suis pas totalement à l'aise. Parce que c'est aussi ta passion. Je trouve que transmettre sa passion, c'est assez différent que de parler au public. Tu vois, par exemple, faire une présentation orale sur un sujet en tant que tel. Il y a peut-être que j'ai toujours fait en sorte de me passionner pour le truc dont je devais parler en public. Oui, c'est vrai. En fait. Après, je pense que la radio, ça nous a aidés aussi. Bien sûr. Je pense que moi, ça m'a pas mal aidé, par contre. Mais voilà. Mais tu vois, dès le début de mes études supérieures, en passant mon année de droit qui a été un peu... voilà, où en gros, j'ai fait 4 mois de droit, et ensuite, je suis allé au musée et au cinéma. Mais juste après, j'ai donc fait des études de médiation culturelle, et dès la première année, j'ai un prof qui nous avait laissé l'opportunité d'animer une session de cours sur un sujet, et je l'avais fait. Enfin, je m'étais emparé du sujet, j'avais adoré. Et ensuite, je l'avais reproduit les années suivantes. Donc ouais, très à l'aise pour parler en public. Et toi ? Moi, plutôt, oui. C'est vrai que je suis plutôt à l'aise. Ensuite, je suis quand même rattrapée par mon introversion parfois. Par exemple, là, je suis en pleine session de formation. Actuellement, je fais beaucoup de formations. Là, typiquement, j'en ai une de 10 jours. C'est beaucoup 10 jours de formation. Okay. Donc, je suis plutôt à l'aise. Forcément, c'est un sujet que je maîtrise, l'anticorruption. Mais j'ai besoin d'avoir des bulles où je suis seule et je recharge mes batteries. Ouais. Après une journée de formation, pour moi, c'est impossible d'aller boire un verre, quoi. Ah ouais. Okay. Non, il faut que je sois seule et tranquille. Ok, d'accord. Voilà. Et quand tu fais des formations, t'es face à combien de personnes en règle générale, en moyenne ? En moyenne, on va dire, j'ai plutôt des groupes entre 8 et 12 personnes. Okay. Parce que après, c'est trop énorme. En fait, ça qui est assez intéressant avec mon job tel qu'il est actuellement, c'est que j'ai à la fois des formations très intimistes. En ce moment, par exemple, j'ai une formation, mais c'est un peu spécifique, parce que c'est avec des étudiants étrangers, ils sont 4. Okay. Donc c'est un tout petit groupe. Ils sont venus spécialement pour l'occasion, quoi. Mais j'ai aussi des conférences où des centaines, quoi. Okay. Là, en juin, j'en ai une où normalement on sera une petite centaine. J'ai déjà pris le micro à la télé ou ce genre de choses, donc c'est vrai. Ça c'est des expériences aussi qui forgent. C'est vrai qu'on a pu te voir sur BFM. Ah, l'âge d'or. Non, ça ne me manque pas trop, mais ça reviendra peut-être. Je ne sais pas. Je suis plutôt... Danser ce soir. Ah, mon rêve, c'est bien ce ça soir. L'émission. Oui, avec Karim Rizouli. Oui, voilà. Oui, moi c'est plus. On ne sait pas ce qu'ils leur prennent de temps en temps. Ils invitent des gens de gauche. C'est ça. Non, mais moi c'est plus ce type de format-là, parce que en fait, ce qui est particulier avec les BFM et consorts, pour faire un point très rapide avec ça, c'est que souvent on vous appelle pour vraiment parler une minute, quoi. Et c'est très difficile de poser sa pensée sur des sujets aussi complexes que l'anticorruption et sur lesquels il faut de la nuance pour pas passer pour quelqu'un de très biaisé. Et par exemple, quand j'entends Sandrine Rousseau, et moi c'est quelque chose que je regrette beaucoup, parce que pour le coup Sandrine Rousseau, elle fait beaucoup de médias et c'est une très très bonne chose, mais elle paye aussi ce format de l'immédiateté et du chrono, et ce qui fait que ça te pousse à faire des petites phrases pour qu'on parle de toi et qu'on parle d'un sujet. Et ça sert pas forcément à la cause pour laquelle tu viens à l'origine. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais éviter. C'est aussi la raison pour laquelle, en fait, moi, depuis que je suis à mon compte, j'ai pas mal de demandes médias. Okay. Parce que j'ai conservé un pied dans l'univers médiatique et que je suis assez vocale sur ces sujets-là, sur LinkedIn et Twitter. Mais je refuse systématiquement les formats très courts. Je veux pas faire de format court. Je fais des interviews dans des journaux spécialisés. Ou peut-être un jour c'est ce soir, ou un reportage, mais moi vraiment je peux plus le côté où il faut juste dire une petite phrase, en fait. Enfin, je trouve que l'anticorruption vaut mieux que ça. Voilà. Très bien. Dernière question. Et la dernière. La dernière des dernières. Oula, ça va être vraiment bien. Y a-t-il quelqu'un que tu sais imiter ? Oui, je sais imiter Philippe Manœuvre, apparemment. Alors ? Il faut démontrer, hein. Non, mais là je suis en gueule de bois, j'ai pas de lunettes de soleil. Parce que Philippe Manœuvre, c'était, je vais dire quelque chose, ça va peut-être faire grincer des dents les gens très classistes. Pour moi, c'est quelqu'un qui était dans la Nouvelle Star, non ? Oui, il a été effectivement jury de la Nouvelle Star. Je connais pas son parcours en dehors de la Nouvelle Star. Ça a été le rédacteur en chef pendant je pense une trentaine d'années de Rock and Folk.
donc qui est une des institutions presse rock. C'est un peu le monsieur rock, mais c'est un mec un peu gênant aussi. Enfin, il est un peu caricatural. Tu sais pas trop aussi quels sont vraiment ses goûts. C'est quelqu'un, tu vois, qui a tellement bourlingué, qui a vu tellement de groupes, qui a fait tellement d'interviews, qui a tellement parlé, que tu sais pas vraiment ce qu'il aime en rock et en musique. Je le compare par exemple à un mec comme Antoine Decaune, qui certes est aujourd'hui plus connu pour son activité télévisuelle, on va dire divertissement. Et enfin le Grand Journal, tout ça, mais à la base c'est vraiment un mec qui est un passionné de musique et qui a fait énormément de productions de médias d'émissions de télé notamment sur la musique et sur le rock. Et Antoine Decaune, tu sais quels sont les groupes qu'il aime et quelle est la musique qu'il aime. Philippe Manœuvre, tu sais pas trop, mais non, en gros Philippe Manœuvre, ce serait un peu parler comme ça, parce que ça c'est le rock, vraiment quand les Sex Pistols, quand les Sex Pistols se sont formés en 76 à Londres, alors vraiment le punk n'existait pas du tout, mais il faut savoir, voilà, un truc un peu comme ça. Mais tu me mets 2 pintes en plus dans la gueule et une paire de lunettes de soleil type Wayfarer, et c'est un peu mieux. Bon bah pour la soirée de gala. Par exemple, je te redemanderai une imitation. Par exemple, ouais, voilà, c'est la personne que je sais, du moins dont j'ai le plus souvent l'occasion d'imiter. Voilà. Bon, très belle imitation. Toi, tu sais imiter quelqu'un ? Absolument pas. C'est bien, ça met fin au débat. Mais ça, c'est quelque chose, par contre, que j'aurais bien aimé savoir faire. S'il y avait eu cette question-là, je pense que j'aurais répondu. Je sais imiter personne, à part moi-même. Ok. Même ma mère, je sais pas l'imiter. Ok. Oui, je suis pas sûr que je serais imiter ma mère. Ah non, mais en fait, je sais juste imiter dans ce qu'elle dirait, en fait, parce que je la connais par cœur, mais vraiment... les intonations... Je sais vraiment pas faire. Et c'est terrible, hein. Je me dis que j'ai un potentiel comique que je perds à cause de ça. Qu'est-ce qui te fait dire que t'as un potentiel comique ? Sur Twitter, parfois, je fais des blagues. Hein. Franchement, c'est bien comme t'as l'air vexé en mode je fais des blagues sur Twitter. J'ai un secteur de niche qui est la blague politico-financière. C'est vrai. Voilà. En fait, c'est pour ça que je les comprends pas. Donc de temps en temps, j'en fais, mais en ce moment, je suis assez suivie par des hauts institutionnels. Je fais oh non, me suivez pas, je veux continuer à faire des blagues. Parce que souvent, quand t'as une image un peu publique, un peu experte, enfin même pas universitaire, je suis pas universitaire du tout, mais experte sur un sujet, les gens s'attendent à ce que tu sois sérieuse tout le temps et que tu parles tout le temps d'anticorruption, alors que moi, je vais parler d'autres choses parce que pour moi, Twitter, c'est aussi un sas de décompression. Donc je m'auto-censure pas mal. C'est vrai que si t'as des grandes institutions qui te suivent et que tu te mets à tweeter sur Timothée Yum Yum, elles vont pas comprendre ce qui se passe. Non, moi j'ai juste liké et j'étais juste... En fait, j'ai raconté à mon entourage immédiat, ils étaient mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois. Et quand je leur ai dit, ils étaient là, mais vraiment, qui s'intéresse à ça? J'étais là, moi, tu te rends pas compte, il sort avec 1 et 2. Il y a quelqu'un qui avait fait un graphique. Ouais. Vraiment une infographie sur qui sort avec qui, à quel moment, quelle date. Mais c'était incroyable, cet arc-là. Les gens qui s'investissent. Mais effectivement, je crois que c'est un truc que les gens qui ne sont pas sur Twitter ne peuvent pas comprendre. Non, ils peuvent pas comprendre. C'est, on est d'une certaine manière, on est des initiés. Oui. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne chose. Non, c'est pas moi très positif, j'ai toujours pensé, et ça n'engage que moi, que Twitter c'était quand même un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Je trouve que parfois, t'as quand même ce système où les gens parlent dans le vide. Enfin, vraiment, quand tu contextualises un peu Twitter ce que c'est, hein. Parce que tu vois, LinkedIn, il y a une vocation professionnelle, même si ça devient un peu très personnel là ces temps-ci. Moi, ça m'agace un peu. C'est un peu un festival de la... J'ai 18 ans et je suis millionnaire. C'est un peu ça. Alors, comme t'as été suivi par des grands comptes qui vont peut-être écouter cet épisode, je vais rester courtois, mais on est dans un festival de l'autocongratulation qui tend vers l'onanisme quand même sur LinkedIn. En fait, ce qui est compliqué, je trouve, que sur LinkedIn, après, il faut muscler son algorithme et ces gens qu'on suit, parce que moi, pour le coup, j'ai commencé à faire beaucoup de tri. Et depuis, j'ai vraiment une timeline, même si on ne parle pas de timeline sur LinkedIn, de qualité, mais c'est vrai que sur LinkedIn, ce qui est compliqué, c'est que y a ce mythe de l'auto-entrepreneur, du solopreneur, qui va faire des milliers et milliers en vendant des programmes pour faire comme lui, et que ça, il y a pas mal de pyramides de Ponzi aussi, je pense, qui doivent se dissimuler derrière ça, beaucoup de gens crédules. Je pense qu'il y a des gens aussi qui ont été pas mal marqués par des expériences négatives dans le monde de l'entreprise, avec
managers toxiques du coup qui se retranchent vers ces modèles-là, mais ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'asymétrie d'information et que je pense pas déjà que il suffit de d'écrire des jolis textes sur Twitter pour être millionnaire ou en tout cas même gagner 10 000 € par mois. En fait, il y a des impératifs de réalité et que les gens sont pas transparents. Enfin, ils disent oui, je gagne tant, mais on sait même pas si c'est en brut, en net, après les impôts, après l'URSSAF. Enfin, c'est pas clair du tout. Et au-delà de ça, il y a vraiment ce truc de programme de formation, de mon coaching, etc. Il y a des coachings pour tout et n'importe quoi maintenant. Et c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les gens veulent plus rapporter de valeur. En fait, ils sont juste des intermédiaires de personnes qui sont censées faire de la valeur, alors qu'eux-mêmes, la valeur, on sait pas d'où ils la tirent. Après, moi, je pense que c'est bien pour les personnes qui communiquent, qui s'en servent vraiment comme un canal, parce que moi, c'est vraiment un canal de communication, hein, pour être totalement transparente aussi. LinkedIn, c'est de là où viennent mes principaux clients. Donc voilà, moi j'en suis très reconnaissante parce que je produis du contenu où je sais pas que parler de moi, je parle d'anticorruption, je parle des sujets, je produis des carousels, etc. Mais voilà, il faut... En fait, il y a un peu de tout, donc je juge pas les personnes non plus qui font des discours comme ça, mais c'est juste qu'il faut faire preuve d'esprit critique sur ces sujets-là. Bah, écoute, parfait. Et rendez-vous sur Twitter, du coup, pour les personnes qui voudront nous y rejoindre. Merci beaucoup, Farah. Je t'en prie, merci pour l'invitation. De m'avoir accueilli chez toi. Je t'en prie. Vous l'aurez remarqué, j'étais peut-être un peu plus long que d'habitude, mais on enregistre ce podcast un dimanche soir, là où on devrait être. Pas de blues du dimanche soir, du coup. Non, pas de blues du dimanche soir, du coup, ouais. Et en plus de ça, en ce qui me concerne, le lendemain d'une soirée, ma foi, un peu agitée, donc la fatigue est prégnante. Dernière question. Est-ce que tu peux me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire, une avec qui tu peux me mettre en relation et une inaccessible où ce serait fantastique? Alors, une personne que j'aimerais bien entendre dans Aléatoire avec qui je peux absolument te mettre en relation, après ça fera très lobby Radio Campus Paris, mais peu importe, c'est Dania. Ah, ok. Voilà, Dania, mon amie de toujours. Et une autre personne avec qui, pas forcément atteignable, mais que j'aimerais bien entendre en tant que personne. C'est pas forcément atteignable, c'est juste tu n'as pas son contact, tu ne peux rien faire pour non, j'ai pour pas son contact. Je réfléchis parce qu'il y a vraiment des gens que j'aime bien, mais je sais pas. Je saurais pas te dire. Je sais pas, peut-être. Deux aussi, hein. Peut-être Alexis Collère, le secrétaire général du gouvernement. Parce que c'est vrai qu'au-delà de son affaire, il est actuellement mis en examen, présumé innocent, pour prise illégale d'intérêt. Je trouve que c'est un personnage clé, donc on parle pas assez. Dans le cadre de son travail, c'est quand même le numéro 2, on va dire, dans la hiérarchie. Et ça doit être un sacré travail. Je suis pas persuadée d'avoir très envie de parler avec lui, mais... je sais pas. Pas parler de la période Covid, comment ça a été de gérer la période Covid. La crise avec les gilets jaunes. Ah non, mais je sais. Je change d'avis. Je retire Alexis Collère, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'empathie. Et c'est une vérité. Je dirais Sophie Binet, de la CGT. Ok, ah ouais. Je l'adore. Je trouve que c'est vraiment une femme qui a... Ça, je suis beaucoup plus... Qui a du répondant, et moi, j'étais ravie que ce soit une femme. Je suis fille de syndicaliste, pour replacer le contexte. D'accord. Et c'est vrai que c'est un monde très masculin, et donc oui, je suis ravie. En plus, vraiment, c'est pas quelqu'un qu'on a mis comme ça juste parce que c'est une femme, parce qu'il y a toujours ce risque-là. Bien sûr. Non, elle est géniale. Mais non, moi, avant qu'elle soit élue, je souhaitais que ce soit Olivier Matteux, évidemment, parce que il incarne une certaine élégance toute prolétaire. Mais c'est vrai qu'elle est très très bien. Et oui, comme tu dis, elle a beaucoup de répondants. Après, je suis pas forcément d'accord sur tout, etc. Mais juste son comportement, je trouve que ça change tellement. Ben c'est ça, ouais. C'est qu'il n'y a pas d'establishment, j'allais dire, mais en fait, la manière dont souvent les corps intermédiaires, on va se cacher, que ce soit les associations, les syndicats, les fédérations, ont tendance à se caler au modèle politique, et je trouve que c'est dommage, parce que chacun a son identité. Les politiques se comportent comme des politiques, et c'est pas un jugement de valeur, c'est la manière dont c'est fait, parce qu'il y a une socialisation politique, et la socialisation des fédérations, associations, syndicats est tout autre, et je trouve que c'est bien de garder son identité. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Très bien. Écoute, j'essaierai. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, on en a pas mal parlé. On peut te retrouver sur Twitter. Voilà, sur Twitter. @Farazawi. Zawi Farah, pour rendre ça plus compliqué. Mais en tapant Farah Zawi, je pense que vous allez retrouver. On n'est pas sur très LinkedIn.
Sur LinkedIn, oui, je publie sur l'anticorruption, sur l'actualité, sur mon actualité aussi personnelle, D'accord. avec mon entreprise Probitas. Très bien. Eh bien, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.